Et voici l'épisode 9 où nous allons parler d'éthique et de méthode de la psychanalyse. Et j'ai longtemps pensé faire un ou plusieurs épisodes sur l'éthique. Et puis je me suis aperçu que c'était complètement intriqué avec la question de la méthode. Donc nous allons faire éthique et méthode, quitte à approfondir la méthode dans un épisode ultérieur. Alors que l'éthique et la méthode soient profondément intriquées, je vous donne tout de suite un exemple. Dans le principe, l'éthique de la psychanalyse, c'est ne pas porter de jugement. Ne pas porter de jugement dans la pratique de l'analyse, évidemment. Si on veut que l'analysant se sente suffisamment libre pour parler de tout ce qui lui passe par la tête, ce qui est suivre la règle fondamentale de la psychanalyse, eh bien, il faut qu'il sache qu'il ne va pas être jugé. Mais ça, c'est aussi une méthode. C'est la méthode de la psychanalyse. Elle est éthique parce que je ne peux pas juger de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais c'est une méthode au sens où c'est nécessaire pour que la psychanalyse puisse se dérouler. C'est comme une clé de 15 pour un garagiste, c'est absolument nécessaire. Alors l'éthique, dans le principe, on vous dira tout de suite que c'est une catégorie supérieure à la morale, au sens où si la morale permet de distinguer le bien et le mal, l'éthique est une réflexion sur la morale. Le problème est que le mot a eu tellement de succès que maintenant on emploie éthique à la place de morale, ou à la place de déontologie. La déontologie, c'est une morale professionnelle. Et déontologie étant un mot compliqué, on l'utilise assez peu, et finalement c'est éthique qui a pris le dessus. Comme toujours, les sens glissent d'un mot à un autre. Alors, essayons quand même de faire de l'éthique. J'ai été amené à beaucoup réfléchir à la chose, non pas en faisant appel à Aristote, Platon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, etc., ce qui sont des moyens de réfléchir sur l'éthique de manière philosophique, c'est-à-dire de manière consciente. Mais en psychanalyse, on s'occupe aussi de l'inconscient. Je ne vais pas faire appel à Spinoza tout simplement parce qu'un jour je me suis aperçu que c'était jamais que l'anagramme de Pizza Pino. Donc on s'en passe. Par contre, dont je ne me passe pas, c'est mon expérience, l'expérience de mon analyse. Par exemple, les 15 ans de ma première analyse. J'étais avec un analyste qui ne disait pratiquement jamais rien, un mot tous les 6 mois, et qui me gardait entre 5 minutes et un quart d'heure. Est-ce que j'avais le temps de parler pendant ce temps-là? Je ne crois pas. Donc ça, du point de vue de la méthode, je pense que c'est pas efficace, parce qu'on n'a pas le temps de parler en si peu de temps. Et d'autre part, c'est pas éthique non plus, parce qu'on ne laisse pas le temps à la personne de parler, et c'est pas correct vis-à-vis de cette personne qui paie très cher pour pouvoir avoir un espace pour parler. Ensuite, quand il me disait quelque chose, cet analyste, qui ne me disait jamais rien, c'était toujours sur un ton ironique, voire agressif. Par exemple, le jour où, à l'analyse d'un rêve, j'ai compris quelque chose au fantasme inconscient de castration, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents, j'étais tout heureux d'avoir trouvé ça, parce que ça me soulageait incroyablement. Sa réponse a été « Il a fallu tout ce temps pour trouver ça. » Ok, merci. Jugement. Vous voyez, j'ai pas été assez rapide. Parce que les autres analysants, peut-être qu'ils arrivent en moins de temps, j'en sais rien. Moi, je connais des psychanalystes qui n'y sont jamais arrivés, parce qu'ils ne me parlent jamais de castration, surtout pas de la leur en tout cas. Alors, je suis quand même un peu étonné. Ou encore, comme je travaillais en hôpital, ça me préoccupait beaucoup, parce que je rencontrais des gens assez starbés. Quand j'en parlais, ils me faisaient toujours des remarques extrêmement agressives, du genre « Oh, les pauvres !» Les pauvres au sens où je m'en occupais mal. Un jour que j'avais été au chômage, je cherchais
du travail comme un malade, j'avais fini par trouver une place de concepteur-rédacteur dans une agence de publicité, il faut bien gagner sa vie. Le patron de cette agence se comportait en patron, c'est-à-dire qu'il exigeait bien des choses de moi, et c'était assez difficile à supporter. Donc, je m'en plaignais sur mon divan, évidemment, c'est fait pour ça. Le dit analyste sort de ses gonds et, sur un ton de violente colère, me répond « Comment? Mais vous vous laissez sadiser par votre patron ?» Ah bon? Alors, double peine pour moi. Non seulement je me fais sadiser par mon patron, mais ensuite je me fais sadiser par mon analyste, qui me reproche de me faire sadiser par mon patron. Jugement, là aussi. Et derrière ça, il y a ce jugement qui plane, que j'ai entendu en filigrane dans toutes les écoles de psychanalyse, qui pourrait se résumer en une phrase: vous jouissez de votre symptôme. Alors je sais, c'est une des choses que Freud a trouvées. Le symptôme peut être entendu comme une formation de compromis entre un « je veux ça » et puis « je veux aussi le contraire ». Par exemple, je veux maman, je désire sexuellement ma mère, mais je ne veux pas faire de déplaisir à papa, dont je sais qu'il ne va pas être content si je satisfais au premier désir. Donc je suis coincé quelque part. Et si je suis trop inconscient de ces deux désirs, eh bien, ce qui est le cas d'ailleurs tout le temps, je ne vois pas pourquoi je dis trop, parce que c'est tout le temps comme ça, on est inconscient de ces deux désirs, eh bien, ils se manifestent par une formation de compromis qui peut s'appeler symptôme. Enfin, mal à l'aise, dépression, phobie, tout ce que vous voudrez du vocabulaire de la psychiatrie, dont je préfère me passer, mais enfin, mal à l'aise qui s'exprime de quelque façon que ce soit. Donc, face à une situation de malaise, de contradiction interne, je trouve un compromis. Donc, un compromis dans lequel je me sens mieux que si je n'avais pas trouvé de compromis. De là à dire, vous jouissez de votre symptôme, il y a un pas. Hein. Et on entend dans les écoles de psychanalyse tout un tas de remarques du genre « Ah, il est ou elle est dans la jouissance, il faut trancher là-dedans ». Je rigole pas, je l'ai entendu de multiples fois. La jouissance, c'est le diable. C'est-à-dire qu'on a remplacé un discours religieux, le discours de l'Église catholique, hein, le mal c'est le diable, personnifié, et bien dans la psychanalyse, le mal c'est la jouissance. Et il ne faut pas jouir, et surtout pas jouir de son symptôme. Qu'est-ce que la jouissance? J'y reviendrai plus tard, mais là simplement, dans la notion, comme ça, on sent tout le jugement qu'il y a derrière, et qui d'emblée sort de l'éthique de la psychanalyse, qui est avant tout ne pas juger. Alors, c'est là que ça revient aussi à une question de méthode, parce que si on a compris quelque chose à l'inconscient, on s'aperçoit que, comme dans l'exemple que je viens de donner, il y a les désirs qu'on peut assimiler au « ça », je désire ma mère sexuellement, et les désirs qu'on peut assimiler au « surmoi », je n'ai pas envie de faire du déplaisir à papa, parce que je lui piquerai sa femme. Et donc, il y a un jugement là-dessus. Je me juge moi-même, je me juge que je ferais mal si je pratiquais l'inceste. Si donc l'analyste se place, ne serait-ce qu'un tout petit peu, du côté du surmoi, eh bien il est du côté des forces refoulantes. Et ça ne laissera jamais apparaître, du coup, les forces refoulées, par exemple, le désir de maman. C'est pour ça que c'est si contesté au sein même de la psychanalyse, hein, mais et bien évidemment dans la société. Oh, ces histoires de coucher avec la mère, c'est bon pour Sophocle ou c'est bon pour Freud, mais c'est pas bon pour moi. Ah, c'est pas bon pour moi parce que partout autour, il y a un discours sur l'inceste qui est d'un jugement absolument terrible. Hein. Ça vous tombe comme une guillotine sur le coin de la nuque. Et ça continue dans les écoles de psychanalyse.
Hein, ne pas jouir, attention. Laissez tomber l'objet. Alors sous-entendu, l'objet, c'est l'objet d'investissement, l'objet d'amour, l'objet de désir sexuel, sous-entendu, la mère. Mais du coup, laissez tomber les objets. Ne cède pas sur ton désir. Bon, voilà une formule qui vient de mai 68, qui a été reprise par Lacan. Et ne cède pas sur ton désir. Ok, mais ça devient un impératif. Cet impératif qui consiste à dire fais du désir le guide de ta conduite, pour reprendre une formule similaire à celle de Kant. Le simple fait que ça se présente comme un impératif, ne cède pas sur ton désir, ça rentre dans le cadre d'une morale. Ça veut dire que le désir, c'est-à-dire ne pas avoir l'objet, mais le désirer, parce qu'on ne désire que l'objet qu'on n'a pas. Ça, c'est depuis Socrate qu'on connaît l'histoire. Ne pas avoir d'objet. D'où une idéologie aussi anticonsumériste qui est largement répandue dans les milieux analytiques et dans la société d'une manière générale, qui reprend tout simplement l'idéologie catholique et même de toutes les religions, qui disent « renoncez aux objets de ce monde, occupez-vous du ciel ». Là, le ciel en psychanalyse, c'est le désir, je désire. Pourquoi pas, remarquez? Parce que moi, je ne juge pas plus cette prise de position qu'une autre. Hein, justement, j'essaie d'être ouvert à toutes les positions. Tu veux des objets? Très bien, c'est ton choix. Tu préfères renoncer et t'enfermer dans un monastère? Très bien, c'est ton choix. Et toutes les possibilités entre les deux, pourquoi pas? Chacun sa vie, chacun ses choix, chacun sa morale. Le problème, c'est que, encore une fois, dans le courant psychanalytique, il y a cette morale qui rejoint tout à fait la morale religieuse. Hein, ne jouis pas, laisse tomber les objets, ne cède pas sur ton désir, hein, laisse tomber les objets. Par contre, désir. Et ce qu'il y a derrière le désir, c'est le sujet, évidemment. C'est plus important le sujet que l'objet. Quand on est en analyse, c'est pour s'accoucher comme sujet. Mais comment s'accoucher comme sujet si on sait que l'analyste derrière ne cesse pas de juger le sujet que vous êtes, et si on sait que dans le champ analytique, il est bon de laisser tomber les objets. Et beaucoup de gens en viennent à dire « moi j'ai fini mon analyse parce que j'ai laissé tomber les objets ». Alors dans le lacanisme, ça s'appelle « laisser tomber l'objet petit a ». C'est juste la reprise d'une doxa, d'une morale commune. Ça fait, si vous voulez, trait d'identification. Nous sommes de ceux, les happy few, les quelques heureux, qui ont fait ce parcours analytique et qui sont maintenant sous le joug de cette morale du désir. Une éthique du désir, ils disent. Ça fait beaucoup mieux. Quand j'ai vu ce que ça donnait dans ma propre analyse, et j'ai vu, pour avoir pratiqué aussi de nombreux groupes dans lesquels les analystes parlent de leur travail, et dans lesquels, effectivement, des mots tels que « il est dans la jouissance », tel l'analysant dont on parle, tel patient dont on parle, parce qu'eux, ils parlent de patient, moi je parle d'analysant. Et il faut trancher là-dedans, c'est pas bien du tout. D'où aussi la méthode, vous voyez en quoi c'est imbriqué, encore une fois, l'éthique et la méthode de la séance courte, pour que l'analysant ne se laisse pas aller à la jouissance de son propre dire. Et il faut trancher à un moment, il faut se positionner en père sévère. Alors derrière cette histoire de père sévère, il y a aussi tout le travail de Lacan autour du déclin du père. Hein, dans son article sur les complexes familiaux qui date des années 30-40, j'ai oublié, peu importe, mais où il indique que dans la société, le père a perdu de sa puissance. Ok, moi je dis tant mieux, si c'est le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça en restait ça, à la sociologie. Et en psychanalyse, on ne fait pas de sociologie et on ne fait pas d'idéologie non plus. Hein. Juger que le père, d'une manière générale, est en déclin et que donc il faut remettre du cadre, du père, de l'autorité, c'est un discours ça qui passe très bien. Les gens adorent ça. Hein. Ils demandent qu'une chose, c'est qu'effectivement, tellement ils sont paumés, qu'on leur donne des cadres, des lignes de conduite, une morale. Donc, ils adorent. C'est pour ça que les religions ont du succès, et c'est pour ça que la psychanalyse comme religion
a du succès. Sauf que je pense que la psychanalyse, c'est autre chose. C'est vraiment ne pas juger, ne jamais se mettre dans une position surmoïque. Pas d'ironie, pas de colère, pas de père sévère, de quelqu'un qui rappelle la loi. Ah, vous êtes arrivé en retard à votre séance. Ah, dites donc, vous n'êtes pas venu à votre séance, la dernière fois, il faut me la payer. Bah, ça aussi, c'est un truc qui fait partie de la méthode analytique, semble-t-il. Il faut faire payer les séances auxquelles on n'est pas venu. Bon, moi j'ai pratiqué comme ça au début parce que j'étais dans le moule. Hein, j'avais été formé comme ça, donc je faisais comme ça. Maintenant, j'ai tout à fait laissé tomber ce genre de pratique, parce que je considère que c'est double peine pour quelqu'un. Hein, quelqu'un qui a du mal à venir à son analyse, et qui se trouve un prétexte, ok, il se trouve un prétexte pour ne pas venir à sa séance. Mais il en a besoin de son prétexte. Hein, et je ne vais pas lui faire payer en plus le fait de n'être pas venu. Je comprends que ça soit tout à fait important pour le portefeuille de l'analyste. Mais c'est se comporter en surmoi, c'est condamner, mettre un jugement cette fois financier, condamner aux dépens, comme on dit dans les procès juridiques, pour avoir manqué sa séance. Il m'arrive, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, il m'arrive encore de le faire quelquefois lorsque la personne en est d'accord. C'est-à-dire qu'elle comprend que effectivement il y a un véritable acte manqué qui a été posé, que cet acte manqué lui a permis d'avancer en analysant. Seulement, en analysant pourquoi? Parce que je n'ai pas d'emblée été sanctionneur. D'emblée, j'ai d'abord écouté ce qui se passait. Pourquoi avez-vous loupé votre séance? Et sans le moindre reproche dans le fond de la voix. Et dans ce cas-là, si la personne pense que en effet, cette séance doit être payée, effectivement, elle la paye. Mais c'est très rare. C'est très rare. Les gens qui viennent chez moi ne loupent pratiquement jamais de séance. Et pourquoi? Ben, j'ai le sentiment que c'est parce que tout simplement, ils viennent par amour. Et pas parce qu'ils y sont obligés. Pas parce qu'il y a une position morale, dite éthique, de quelqu'un qui fait respecter la loi, et qui oblige la personne à faire son analyse. On ne fait jamais une analyse sous contrainte. Plus on est sous contrainte, au contraire, moins on la fait. Donc il est très important d'avoir une réflexion sur ces problèmes éthiques dont on voit à quel point ils sont intriqués avec la méthode. Il y a encore un dernier point sur lequel je vais vous laisser aujourd'hui. Je m'aperçois que je vais devoir faire une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a vraiment trop à dire. C'est la méthode analytique telle qu'elle a été posée par Freud dans la Traumdeutung et réaffirmée dans bien d'autres ouvrages, notamment dans l'introduction à la psychanalyse. Cette méthode tient en une phrase: on confie au rêveur l'analyse de ses propres rêves. C'est-à-dire, c'est pas l'analyste qui va dire « vous avez rêvé d'une cafetière », ça veut dire « vous désirez votre mère ». Hein, c'est pas ça du tout. C'est l'analysant raconte son rêve et l'analyste, moi, hein, je ne vais pas parler pour les autres, mais je vais parler pour moi. Moi, je pose des questions, je m'intéresse. Tiens, vous avez rêvé d'une cafetière, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Je sais que, heureusement, il y a beaucoup d'analystes qui pratiquent comme ça. C'est pas toujours ce qu'on entend parler dans les écoles, mais enfin bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui arrivent à pratiquer comme ça. Mais on ne reste pas silencieux comme les 3 analystes qui ont été les miens, 21 ans d'analyse au total, hein, qui, quand je racontais un rêve, ça leur faisait ni chaud ni froid, pas une question, pas une remarque, rien. Alors on dirait, ah, ben au moins ils ne jugent pas. Ben oui, mais ça m'aide pas à avancer. Parce que moi je suis dans le refoulement. Mon rêve, je le raconte, j'y comprends rien. Si quelqu'un ne vient pas me titiller un peu pour me dire hey, ce truc dans le coin de ton rêve, là, si tu pouvais le décrire un peu mieux, si tu pouvais en dire un peu plus. Bon, ça c'est très important. C'est curieux parce que cette règle de la psychanalyse, on confie au rêveur l'analyse de son propre rêve, et tout à l'avenant, on confie au phobique le soin d'analyser sa phobie, à l'obsessionnel le soin d'analyser son obsession, mais ça c'est du vocabulaire que je n'aime pas employer. Bref, c'est à la personne qui souffre d'analyser sa souffrance, tout simplement. Mais il y a là une oreille intéressée chez l'analyste, quelqu'un qui se pose en
en accueillant de la parole de l'autre, pas en jugeant. C'est hyper important. Et ce que veut dire cette règle aussi, c'est que on confie l'analyse du rêve au rêveur, c'est-à-dire qu'on suppose que le sujet est important. C'est en lui donnant la parole ainsi, et en lui redonnant les rênes de sa propre vie, c'est-à-dire en lui redonnant des choix possibles sur sa propre morale, en lui permettant de se rendre compte que bien souvent il se juge lui-même, et il ne faut certainement pas le juger à sa place. Sinon, c'est fini. On reprend la place du père, du patron, ses ennemis, de tous les gens qui jugent qu'il n'est pas bien. Et c'est foutu après pour que le ça puisse s'exprimer et qu'il puisse repérer qu'il a intégré les forces surmoïques qui fabriquent le refoulement. Donc, au point de vue de la méthode, si on veut que la psychanalyse soit le lieu où on accouche de son propre sujet, eh bien, il faut effectivement rendre les rênes au sujet, les rênes de la conduite, pas maman. Maman, il en fait ce qu'il en veut. Il ne faut pas non plus se séparer de sa mère à tout prix parce qu'on est dans la jouissance de la mère. Chacun choisit sa position. Donc, je m'aperçois qu'il va falloir que je revienne sur tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.